Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le Liban est au cœur d'une intense séquence diplomatique, économique et sécuritaire. À Beyrouth, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, entame une visite officielle tandis que les autorités libanaises réaffirment leur souveraineté face à l'Iran. Sur le plan énergétique, un nouvel accord gazier est signé au Grand Sérail alors que la situation sécuritaire se détériorise avec de nouvelles frappes israéliennes au sud et dans la Bekaa. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est accueillie à l'aéroport par le Premier ministre Nawaf Salam. Des entretiens se sont tenus au Salon d'honneur avant une rencontre au palais de Bravda avec le président de la République, Joseph Aoun. Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue entre l'Union européenne et le Liban sur les dossiers politiques, économiques et régionaux, à un moment charnière pour le pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a également entamé des rencontres officielles, notamment avec le président Aoun et le ministre des Affaires étrangères, Joe Raji. Beyrouth affirme vouloir développer ses relations économiques avec Téhéran, mais sur la base du respect mutuel, de la transparence et de la souveraineté de l'État. Un message renforcé par le ministre Raji, qui a rappelé que la défense du Liban relève exclusivement de l'État et que le monopole des armes est un principe non négociable. Araghchi a réaffirmé son soutien au Hezbollah tout en assurant ne pas s'immiscer dans ses décisions. Sur le plan économique, le Liban tente de relancer son secteur énergétique. Au Grand Sérail, un accord a été signé pour l'exploration gazière du bloc maritime numéro 8 entre l'État libanais et le consortium formé par Total Energies, Qatar Energy et Italian Eni. Le projet prévoit un levé sismique 3D sur 1200 km², préalable à un forage exploratoire, et est présenté comme un signal de confiance internationale malgré le contexte régional tendu. Car sur le terrain, la situation sécuritaire reste explosive. L'aviation israélienne a mené ce vendredi une série de frappes au Liban Sud et dans la Bekaa, visant notamment Nabatieh, Jezin, Saïda, Baalbek-Hermel et Rachaya. Israël affirme avoir ciblé des infrastructures du Hezbollah, tandis qu'une incursion terrestre a été signalée à Yaroun, dans le secteur de Bint Jbel. Ces opérations surviennent alors que l'armée libanaise vient d'achever la première phase de son plan de désarmement au sud du fleuve Litani, illustrant la persistance des tensions malgré les efforts de stabilisation. Malgré une coupure quasi totale d'Internet et une répression renforcée, la contestation ne faiblit pas en Iran. Dans la nuit, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes pour défier le pouvoir, tandis que le guide suprême Ali Khamenei durcit le ton et que les perturbations s'étendent désormais au trafic aérien régional. Pour la 12e nuit consécutive, des milliers d'Iraniens ont manifesté à Téhéran et dans de nombreuses villes du pays malgré la coupure totale d'Internet imposée par les autorités. Des vidéos vérifiées montrant des foules scandant « mort dictateur » en référence au guide suprême Ali Khamenei. Les rassemblements ont été signalés dans la capitale, mais aussi à Tabriz, Mashhad et dans l'ouest du pays à majorité kurde, autour de Kermanshah. Certaines images montrent des bâtiments officiels incendiés, notamment une antenne régionale de la télévision d'État. Face à cette mobilisation inédite, depuis les manifestations de 2022 après la mort de Mahsa Amini, le guide suprême a adopté un ton ferme. Il a averti que l'Iran ne tolère pas les agents soutenus par l'étranger, accusant les États-Unis d'être impliqués dans les troubles et appelant les Iraniens à préserver leur unité. Il a également estimé que le président américain devrait se concentrer sur les problèmes internes de son pays, affirmant que l'arrogant président Donald Trump sera renversé. Dans l'opposition en exil, Reza Pahlavi a appelé à intensifier la mobilisation pour affaiblir davantage le pouvoir en place. Des ONG de défense des droits humains accusent les forces de sécurité d'avoir ouvert le feu sur des manifestants, faisant des dizaines de morts depuis la fin décembre. Des répercussions dépassent désormais les frontières iraniennes. La compagnie Turkish Airlines a annulé plusieurs vols à destination de Téhéran,
Tabriz et Mashhad. Certains appareils avaient même fait demi-tour en plein vol. Des annulations ont également été signalées depuis Dubaï vers des villes iraniennes. La France et l'Allemagne ont appelé Téhéran à la retenue, tandis que la situation reste extrêmement tendue. En Iran, malgré la censure et les risques, la rue continue de défier le pouvoir. Après plusieurs jours de combats meurtriers, un fragile espoir d'accalmie en Syrie. Le gouvernement annonce un cessez-le-feu à Alep, théâtre d'affrontements violents entre l'armée et des combattants kurdes qui ont fait au moins 21 morts et provoqué l'exode de milliers de civils. Le calme pourrait-il revenir à Alep? Le ministère syrien de la Défense a annoncé un cessez-le-feu dans plusieurs quartiers de la grande ville du nord du pays, après 4 jours d'affrontements intenses entre l'armée et des combattants kurdes. Le bruit des bombardements a laissé place à un silence lourd d'incertitude. La trêve est entrée en vigueur à 3 heures du matin dans les quartiers de Sheikh Massoud, Ashrafiyeh et Bani Zaid. Selon les autorités, les combattants kurdes disposent de quelques heures pour quitter ces zones, en n'emportant que leurs armes légères. L'armée syrienne affirme leur garantir une escorte et un passage sécurisé vers le nord-est du pays. Objectif affiché: éviter une nouvelle escalade dans des zones résidentielles et permettre le retour des habitants qui ont fui les combats. Ces derniers jours, des milliers de familles avaient quitté leurs maisons sous les bombardements, ravivant les souvenirs les plus sombres de la guerre. Depuis mardi, ces violences ont fait au moins 21 morts et forcé des milliers de personnes à l'exode. Elles sont les plus graves qu'ait connues Alep depuis la fin de la guerre civile et trouvent leur origine dans l'échec de l'application d'un accord politique entre le pouvoir central et les Kurdes, qui contrôlent de vastes territoires dans le nord-est de la Syrie, et dont l'intégration au nouvel État syrien reste inachevée. Les États-Unis ont salué le cessez-le-feu et appelé à sa prolongation, soulignant la nécessité de protéger les civils et de reprendre les négociations. L'envoyé américain pour la Syrie, Tom Barak, avait exhorté sur X l'armée syrienne et les combattants kurdes à mettre fin aux violents affrontements. Si le cessez-le-feu est respecté, il pourrait ouvrir la voie à une reprise du dialogue. Mais sur le terrain, la population reste prudente, consciente que la situation demeure fragile après plus d'une décennie de guerre. Nouvelle flambée de violence à Gaza, malgré le cessez-le-feu. Des frappes israéliennes ont fait une dizaine de victimes. L'armée israélienne affirme avoir agi en riposte à un tir projectile depuis le territoire. Une trêve de plus en plus fragile sur fond de crise humanitaire persistante. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes se sont intensifiées, faisant au moins 13 morts, dont 5 enfants selon la défense civile locale. L'une des attaques les plus meurtrières a visé une tente abritant des personnes déplacées dans le sud du territoire, tuant 4 personnes, parmi lesquelles 3 enfants. Dans le nord, près du camp de réfugiés à Jabalia, une fillette de 11 ans a perdu la vie. Une autre frappe a touché une école, tandis qu'à Khan Younes, dans le sud, un drone a tué un homme. En soirée, une maison de l'est de la ville de Gaza a été bombardée, faisant 4 morts supplémentaires et laissant plusieurs personnes portées disparues sous les décombres. L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir frappé avec précision des territoires du Hamas et des infrastructures dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Selon elle, ces frappes font suite au lancement d'un projectile depuis Gaza, qualifié de violation de l'accord de cessez-le-feu. Le Hamas dénonce de son côté une rupture délibérée de la trêve par Israël. Entré en vigueur en octobre, le cessez-le-feu reste extrêmement précaire, marqué par des incidents quasi quotidiens et des accusations croisées. Dans un territoire déjà ravagé par des mois de guerre, la population civile paie une nouvelle fois le prix fort, alors que l'accès humanitaire demeure limité et que les bilans restent impossibles à vérifier de manière indépendante. Nouvelle sortie fracassante de Donald Trump sur la scène internationale. Dans un entretien accordé à New York Times, le président américain affirme sa seule limite pour agir dans le monde est sa propre moralité, au moment où ses décisions sur le Venezuela et le Groenland inquiètent alliés et partenaires. C'est une déclaration qui fait trembler les chanceliers. Interrogé par le New York Times, le président américain Donald Trump affirme que seule sa propre moralité
peut freiner ses actions à l'étranger. Je n'ai pas besoin du droit international, assume-t-il, estimant que son jugement personnel suffit à guider la politique étrangère des États-Unis. Ces propos interviennent quelques jours après l'intervention américaine au Venezuela, marquée par la capture spectaculaire du président Nicolás Maduro, et alors que l'Europe s'alarme des ambitions affichées de Washington sur le Groenland. Donald Trump reconnaît que le respect du droit international dépend de sa définition, rappelant implicitement que les États-Unis ne reconnaissent pas certaines juridictions internationales, comme la Cour pénale internationale. Une vision assumée de la force, résumée par son entourage comme une lecture réaliste des rapports de puissance. Interrogé sur un possible conflit entre l'intégrité de l'OTAN et une prise de contrôle du Groenland, le président américain admet que cela pourrait devenir un choix, une phrase qui ravive les inquiétudes au sein des alliés européens. Malgré son discours, le président de la paix, Donald Trump, a déjà ordonné des frappes contre l'Iran et le Nigeria avant l'opération au Venezuela, des décisions qui interrogent sur la cohérence de cette morale revendiquée comme unique garde-fou. Dans un monde déjà marqué par de multiples crises, ces déclarations renforcent l'image d'une diplomatie américaine guidée avant tout par la force et la volonté d'un seul homme. Au Venezuela, des gestes d'apaisement sans concession politique affichée. Caracas a annoncé la libération de plusieurs prisonniers, dont une figure de l'opposition, tout en affirmant ne pas être soumise à Washington. Une séquence diplomatique tendue alors que Donald Trump renforce son emprise sur le pays et annonce de nouvelles actions militaires dans la région. Au Venezuela, plusieurs opposants ont retrouvé la liberté. Parmi eux, Enrique Marquez, ancien candidat à la présidentielle, arrêté il y a un an après avoir contesté la réélection de Nicolás Maduro. Une libération hautement symbolique annoncée quelques jours seulement après la capture de l'ancien président vénézuélien par les forces américaines. Les autorités parlent d'un geste unilatéral destiné à favoriser la coexistence pacifique. Mais le message politique est clair. La présidente par intérim Delcy Rodríguez assure que le pays n'est ni subordonné ni soumis aux États-Unis, réaffirmant sa loyauté envers Nicolás Maduro, désormais détenu à New York. D'autres prisonniers ont également été libérés, dont l'avocate et militante des droits humains Rocío San Miguel, qui a immédiatement quitté le pays pour l'Espagne. L'opposition en exil salue ces décisions, tout en rappelant que des centaines de prisonniers politiques restent derrière les barreaux. Sur le front diplomatique, Donald Trump durcit le ton. Il recevra la semaine prochaine María Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix 2025, et affirme que les États-Unis pourraient conserver pendant plusieurs années le contrôle du Venezuela, riche en pétrole. Washington a déjà commencé à exporter du brut vénézuélien, tandis que le président américain annonce désormais des frappes au sol contre les cartels dans la région. Entre libération ciblée, pression militaire et bataille pour l'or noir, le Venezuela reste au cœur d'un bras de fer international aux conséquences encore imprévisibles. En Suisse, l'heure est au recueillement après l'incendie dramatique du bar Crane Montana qui a coûté la vie à 40 personnes, dont de nombreux adolescents. Tandis que le pays observe une minute de silence, l'enquête judiciaire se poursuit pour établir les responsabilités de cette tragédie qui a bouleversé bien au-delà des frontières helvétiques. À Crane Montana, la station de ski est plongée dans un silence inhabituel. La neige tombe doucement sur le mémorial improvisé devant le bar Le Constellation. Bougies, fleurs, peluches et photos des victimes sont protégées sous une bâche blanche. Des habitants s'arrêtent, se recueillent, parfois en larmes. L'émotion est palpable. À 14 h, dans toute la Suisse, une minute de silence est observée en hommage aux 40 victimes de l'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An. Les cloches des églises résonnent à travers le pays, marquant un deuil national rare. Une cérémonie officielle se tient à Martigny, retransmise sur écran géant à Crane Montana, où les conditions météo compliquent les rassemblements. La tragédie a touché 19 nationalités. La France et l'Italie, particulièrement endeuillées, sont représentées par leur chef d'État. Plus de 80 blessés restent hospitalisés, certains dans des unités pour grands brûlés à l'étranger. Sur le plan judiciaire, une étape importante a lieu à Sion. Les propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, sont entendus pour la première fois par le ministère public. Ils sont visés par une enquête pour homicide et lésions corporelles par négligence. Les familles attendent des réponses. Elles veulent comprendre comment un tel drame a pu se produire en Suisse, malgré les règles et les contrôles existants, explique maître Romain Jordan, avocat de plusieurs proches de victimes. L'enquête s'intéresse notamment aux conditions de sécurité du bar, à l'absence de contrôle récent,
et à la rapidité de propagation du feu. Autant de questions qui, au-delà du recueillement, alimentent désormais une profonde attente de vérité et de justice. Ils ont bercé les cours de récréation des années 1990 et reviennent aujourd'hui en force. 30 ans après leur apparition, les Tamagotchi séduisent une nouvelle génération. Entre nostalgie assumée, tendance rétro et quête d'un rapport plus simple au numérique. À Tokyo, un petit œuf électronique fait un retour remarqué. Le Tamagotchi, animal virtuel culte des années 90, célèbre ses 30 ans et retrouve une place de choix dans les poches, les sacs et les cœurs. Lors d'une exposition spéciale, les visiteurs découvrent l'évolution de ce jouet emblématique. Des écrans noirs et blancs pixelisés aux versions couleur connectées en Wi-Fi, une rétrospective qui attire autant les nostalgiques que les plus jeunes. Depuis 2019, les ventes de produits Tamagotchi ont explosé, multipliées par 7. Accessoires de mode accrochés à un porte-clés, objets rétro ou premier animal de compagnie numérique, le concept traverse les générations. Plus de 100 millions d'exemplaires ont déjà été vendus dans le monde. À Harajuku, Yumeo Akita se souvient avec émotion de son Tamagotchi d'enfance. Je le nourrissais, je le soignais, j'y faisais très attention. Une expérience que certains parents souhaitent aujourd'hui transmettre à leurs enfants, comme Justin, touriste américain. Je pensais devoir leur expliquer, mais ce sont elles qui m'apprennent. Chez les adolescents aussi, le jouet trouve son public. C'est mignon, nostalgique, et ça permet de lâcher un peu son téléphone, confie Rafaela, 15 ans, venue du Brésil. 30 ans après, le Tamagotchi reste fidèle à sa promesse. Rappeler que même à l'ère du tout connecté, prendre soin de petites choses peut encore créer de grands attachements. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour le reste de nos programmes sur Télé Liban et bonne soirée à tous.